Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment ravie de vous accueillir à nouveau dans l'auditorium pour ce premier atelier. Donc moi, je suis Armelle Andro. Je suis euh, professeure à Paris 1 en général et actuellement responsable scientifique de la direction de la santé publique à la ville de Paris. Et je suis vraiment très honorée d'avoir été conviée à animer ce très bel atelier qui porte donc sur les discriminations et violences LGBTI-phobes et leurs effets sur la santé. Donc, on va dire, 1h45 pour cet atelier avec cinq interventions. Donc, je vais rapidement présenter tous les intervenants et intervenantes. Et puis, je vous passerai donc la parole, comme convenu, pour 12-15 minutes de présentation, parce que ça nous laisse le temps de la discussion ensuite. Donc, je vous propose d'écouter toutes les présentations et puis de se garder du temps pour réfléchir et peaufiner nos questions et de garder un temps collectif pour la discussion ensuite. Alors, je ne sais pas si non, vous n'êtes pas exactement dans l'ordre, mais donc je vais d'abord présenter donc tout au bout Emeric Friedman, qui est doctorant en sciences sociales auprès du laboratoire interdisciplinaire en études culturelles à l'université de Strasbourg. Et il mène actuellement une thèse sur les violences rencontrées au sein des amours masculines en collaboration avec FLAC, l'association LGBT plus des agents du ministère de l'Intérieur et de la Justice. Ensuite, à ses côtés, Tania Lejbovic, qui est postdoctorante au CRIDUP, sur le campus Condorcet, qui mène donc un postdoctorat financé par la NRS-MIE. Elle est docteure affiliée à l'unité genre de l'INED et travaille donc depuis plusieurs années sur les questions de violence, de sexualité et de genre. À côté d'elle, Rebecca Angèle, qui est psychologue, qui travaille à l'école du travail social et de la criminologie de l'Université de Laval à Québec et qui coordonne actuellement un projet de recherche visant à développer une formation sur la violence conjugale au sein des populations LGBTQ+, au Québec. Et donc, à ses côtés, Yoram Krakowski et Sophie Pires, qui sont psychologues et membres de la collégiale de l'Association pour le soin queer et féministe, située à Toulouse. Et enfin, à côté de moi, Gaëlle Larieux, postdoctorante en sociologie à l'INED, qui a mené une thèse de sociologie sur les expériences des parents d'enfants intersexes, qui est membre du réseau francophone de recherche sur l'intersexuation et qui mène actuellement une recherche collective sur la santé des personnes intersexes en France. Voilà donc pour ce très beau panel. Donc je vais tout de suite passer la parole à Emeric pour une présentation donc sur violence et conjugalité minorisée, les complexités des parcours de prise en charge. Merci beaucoup. Merci de me permettre de participer à cet atelier pour un travail de recherche qui n'est pas encore abouti. Hein. Il est encore l'épreuve, enfin le matériau est encore à l'analyse. Avant de commencer, je voulais juste avertir que malgré le fait que j'ai essayé d'édulcorer vraiment les violences pour lesquelles je vais faire état aujourd'hui, elles seront quand même présentes dans le récit, donc je préfère prévenir et mettre un petit trigger alerte avant de commencer la présentation. Donc cette présentation prendra appui donc, sur le matériau de recherche qui se base donc, sur des récits de vie. Et ces récits de vie, ils ont été permis parce que je suis allé à la rencontre de 95 victimes et 2 auteurs de violences auto-déclarées au travers des applications Grindr et Planète Roméo, donc 2 applications
que les hommes homosexuels connaissent bien. Une telle entrée, bien que peu conventionnelle, m'a permis de contourner la première difficulté méthodologique afférente à une recherche qui traite de l'intimité, finalement, des individus, à savoir lever le silence et la dissimulation de soi que recouvrent les formes de violence qu'on rencontre au sein du couple. En témoigne finalement la baisse du nombre de participants, puisqu'on part de 97 personnes repérées sur les réseaux, pour 30 personnes qui ont accepté de se prêter à l'exercice de l'entretien, soit par visioconférence, soit par téléphone, mais jamais en face à face. Au travers donc, de quelques récits dûment récoltés, il s'agira de proposer aujourd'hui plutôt une réflexion autour des parcours traumatiques. En effet, au regard des parcours que mes enquêtés ont accepté de me livrer, il apparaît que certains d'entre eux en deviennent plus légitimes que d'autres. C'est dire, avec d'autres mots, qu'il y a une forme de minimisation, sinon de normalisation des violences vécues auprès de ces victimes marginalisées, et qui n'est pas sans effet sur la santé des individus. Donc, au cours de ces 30 dernières années, les études anglo-saxonnes concernant les violences conjugales n'ont eu de cesse de marquer le saut, non pas que celle aux États-Unis d'ailleurs, le saut de l'hétérocisnormativité. Et selon les termes de Julie Drouard, l'interprétation de ces violences prend place au sein de ce qu'elle va nommer le système CIS. Donc un espace immatériel où l'hétérosexualité et ses règles sont fondées sur la mise en relation des femmes et des hommes organisés autour de la mise en couple et dont l'optique serait de maintenir la différenciation sociale des sexes et que les rencontres futures puissent contribuer et continuer à ressembler à ce schéma. Au regard de ces systèmes, l'hétérosexualité est donc moins considérée comme une orientation sexuelle qu'une norme venant créer une opposition symétrique binaire entre hétérosexuels et homosexuels. Pareille frontière n'est d'ailleurs pas sans rappeler les travaux d'Eve Kozowski-Sedgwick et son épistémologie du placard. Ainsi, pour Jérôme Courduriès, dans ses travaux sur les couples gays, il va dire que si le couple hétéronormatif est un modèle social d'épanouissement, l'investissement de l'individu dans la conjugalité fait passer son orientation sexuelle de la sphère privée à la sphère publique. En effet, il accroît au fur et à mesure de l'investissement de la part de l'individu, donc une visibilité du couple, que ce soit par la mise en couple, l'installation en couple cohabitant, le pacte, le mariage, etc. etc. Donc, qui va rendre visible l'orientation sexuelle des individus qui composent la dyade. Donc le couple devient une véritable confession de soi, retirant toute présomption d'hétérosexualité, devenant problématique pour ceux dont le coming out n'est pas effectué dans l'intégralité des sphères sociales, ou du moins celles qui sont importantes à ses yeux. De surcroît, cette petite particularité peut devenir, dans le cadre des violences, un levier de contrôle par la menace d'outing. Mais pour revenir aux propos. En dehors de cela, comme le dit Julie Drouard dans son ouvrage, dire bye-bye à l'hétérosexualité, enfin dire au revoir à l'hétérosexualité, c'est dire bye-bye à la reconnaissance sociale. Dans son ouvrage Violent Betrayal, donc de Claire Renzetti, Violent Béguin, donc, qui traite des couples lesbiens aux États-Unis dans les années 80, la sociologue va rendre compte de cette absence de reconnaissance par un processus de victimation qu'elle qualifie de digne dans un sous-chapitre éponyme. Ces femmes ont dû démontrer leur légitimité avant que d'autres ne soient disposés à leur appliquer l'étiquette et à leur fournir de l'aide. Dans le cadre de ma recherche, j'ai moi-même pu observer des dynamiques similaires. On a le cas par exemple de Manuel, un jeune homme de 32 ans qui déclare avoir subi de manière répétée et tout du long de sa relation abusive des cas de violence sexuelle et de viol. Pourtant, quand il a été évoqué lors de l'entretien des raisons pour lesquelles il n'a jamais entamé de démarche, tant sur le plan de la santé que sur le plan juridique, il va me répondre que je n'étais pas légitime dans la mesure où ce que j'ai vécu, c'était certes violent, mais sûrement rien par rapport à ce que d'autres ont vécu. Entre ses lèvres, une concurrence victimaire semble apparaître, celle-là même qui oppose son expérience personnelle avec autant d'autres qui lui apparaissent présupposément plus violents. Si, comme le suppose Renzetti, le syndrome de la victime digne repose sur la démonstration de sa légitimité avant d'être affublé d'une étiquette, alors la réponse de Manuel ne renverrait-elle pas aux diverses formes d'étiquetage et de labellation négative au sens de Howard Becker ?
C'est en tout cas ce qui semble transparaître dans certains des entretiens. Autant de formes de dévalorisation des expériences qui supposent, si ce n'est entraînent, un étiquetage négatif de l'individu basé sur des stéréotypes de genre. De son côté, Mika, 39 ans, qui n'a rencontré dans sa vie sentimentale que des violences sur plusieurs relations, va me confier un extrait de vie quand il va déposer plainte, il va oser déposer plainte dans un commissariat. Comment te dire que quand tu te plains dans un bureau de police et que tu expliques en tant que mec que je me faisais foutre sur la gueule par mon compagnon, j'avais limite l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Le policier m'a demandé pourquoi vous ne vous êtes pas défendu. Un mec qui frappe un mec en violence conjugale, ça n'existe pas en fait. Dans ce contexte, on observe le revers de ce syndrome de la victime digne, puisqu'au lieu de relever de l'auto-évaluation de l'expérience de la victime, l'étiquetage provient de l'évaluation d'un tiers menant son expertise avec ses propres connaissances et ses propres perceptions sociales finalement. De la question « Pourquoi ne vous êtes-vous pas défendu ?» découle ce que Hyland, Letellier, Messenger et d'autres chercheurs ont identifié comme relevant des mythes qui couvrent les violences dans les relations LGBT+. Parmi, on peut en citer deux qui rentrent bien dans le cadre de cet exemple. Le premier est celui que la force physique est répartie de manière équitable dans les dyades masculines, qui permet donc une autorégulation de ces violences et semble du coup être suffisant dans le cadre de cet entretien. Mais aussi le second mythe qui voudrait que les jeunes garçons sont sociabilisés à la violence par des jeux de récréation, de bagarres, etc. Et que par conséquent, il est normal que dans les couples d'hommes, on se chamaille, on se bagarre. Il n'y a pas mort d'homme. Donc ces stéréotypes vont avoir pour effet de hiérarchiser les expériences et donc les victimes en allant jusqu'à l'invalidation de ce statut, parfois par la victime elle-même. Ce statut serait dès lors l'apanage des femmes et le rôle de l'agresseur, celui des hommes. Bien évidemment, pareille dualité en vient renforcer certains stéréotypes jusqu'à féminiser du coup le statut de victime, ce qui a pour effet de compliquer la reconnaissance d'une telle situation pour certains hommes. Là encore, permettez-moi de reprendre les propos de Philippe, un jeune homme de 28 ans, ayant connu lui aussi des relations abusives successives dans ses relations. On ne va pas se mentir, quand on parle de violence conjugale, aujourd'hui, on parle d'atteintes faites aux femmes. Donc d'un point de vue identification, ça peut poser souci. Surtout que dans le milieu gay, beaucoup n'acceptent pas d'entendre ça. Donc c'est très compliqué d'en parler. Le texte caché en dessous de ce verbatim fait apparaître le refus des positions perçues comme féminines dans les couples gays et comme identifiées par Jérôme Courdurias. En effet, comme le montre la sociologue Rowan Connell, l'interprétation de l'homosexualité masculine par la culture patriarcale est que les hommes gays manqueraient de masculinité, dans la mesure où la sexualité reposerait sur l'attirance des pôles masculins et féminins, générant ainsi, par cette logique, l'image de l'homme efféminé. De ce fait, la verbalisation de l'expérience aurait pour effet de confirmer cette posture d'homme efféminé et serait donc le souci dont nous fait part l'enquêté dans le cadre de l'identification. Dans la seconde partie du verbatim, il est fait référence de la difficulté à pouvoir confier l'expérience de violence auprès de ses pairs, donc auprès de sa communauté. Dans les travaux de Suzanne Turel, Molly Herman, ce fait est observé dans de nombreux cas et le silence des victimes se traduit par une peur de subir le rejet de sa propre communauté. Comme souligné par Kevin Lavoie et Sylvie Thibault, la logique du rejet se traduirait par le risque de rendre les gens plus hostiles envers la communauté en mettant en lumière sur de telles expériences de violence, surtout dans un contexte où les acquis légaux sont encore récents et demeurent encore fragiles. Ce phénomène, également observé dans d'autres contextes de communautés marginalisées, Crenshaw l'a bien observé, vous avez les travaux de Célia Rojas-Vigée dans le cadre des femmes en contexte migratoire qui va aussi montrer cette incitation finalement à garder le silence, voilà, contraint finalement les individus dans un double placard, faisant de son expérience quelque chose d'inavouable, tant auprès de ses pairs que de la société. La mise au silence de ces souffrances n'étant pas sans effet sur la santé mentale. En effet, tout un pan de la littérature anglo-saxonne va faire état d'un lien entre les effets de stress spécifiques aux minorités et les violences rencontrées dans les relations intimes et amoureuses dans les couples de même sexe ou chez les LGBT+, de manière plus générale.
Le stress des minorités est donc défini comme l'excès de stress auquel les individus appartenant à des catégories sociales stigmatisées sont exposés en raison de leur statut social minoritaire. Et les hypothèses encadrant cette théorie sont qu'il s'agit d'un stress qui s'ajoute aux facteurs de stress généraux connus de tous, associés à des structures culturelles et sociales sous-jacentes, découlant de processus, d'institutions et de structures sociales qui dépassent l'individu. Et donc l'homophobie intériorisée, désignant l'intégration de l'individu des messages négatifs de la société concernant son orientation sexuelle, peut être considérée comme un facteur de stress spécifiquement lié à la communauté LGBT. Pour Anatole, un homme de 45 ans, l'homophobie intériorisée va agir comme une forme d'autodiscrédit. Quand il sera reçu par la gendarmerie suite à un flagrant délit de violence dont il a été victime dans le cadre de son couple, l'agent va lui demander justement si les deux hommes étaient en couple. Suite à quoi il va répondre « Ben non, je suis pédé, on est célibataire, quoi ». Bien que surpris par les propos de la victime, l'agent va remettre une forme de légitimité dans ce qu'a vécu et dans la réalité de l'individu en disant ben non, en fait, les couples d'hommes sont reconnus par la loi aujourd'hui, donc vous êtes en cadre de violence conjugale. En fait, dans l'entretien, Anatole en fait, a tellement, et son parcours de vie personnel a tellement été semé de violences homophobes que d'être dans un commissariat, pour lui, était déjà un danger. Et donc, il avait peur de la réaction, par anticipation, peur de la réaction négative de l'agent en comprenant qu'il était homosexuel. Donc, ce qui lui a fait avoir cette réaction vis-à-vis de l'agent. Dans un autre état de fait, nous avons le discours d'Hamza, un jeune homme de 28 ans, violenté et rejeté par sa famille en raison de son orientation sexuelle et victime de violences dès sa première mise en couple. Et il dira « Quoi qu'il arrive dans ma sexualité, au niveau de la loi, je n'irai jamais voir la police. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, ma parole ne sera jamais prise en considération comme un être humain. Une personne qui a besoin d'aide envers la justice. Et pas simplement un PD qui vient se plaindre. Voilà comment moi je vois les choses. » La mauvaise image de l'institution véhiculée par l'expérience d'Hamza l'empêche de sortir du silence car l'infraction l'oblige à faire état de son orientation sexuelle et ainsi sortir de la présomption d'hétérosexualité. Ainsi naît la crainte d'une forme de retraumatisation par une attitude ou des propos dévalorisants vis-à-vis de l'enquêté ou de son expérience. Mais alors, la question est que reste-t-il à ces hommes qui ne peuvent ou se retiennent d'exprimer leur souffrance pour survivre et se sentir vivants après des expériences traumatiques ? Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Pour certains, il s'agit des conduites à risque. Un bon nombre d'articles anglo-saxons admet que les violences entre partenaires intimes vont avoir des répercussions importantes sur le bien-être mental, avec davantage de syndromes dépressifs et de conduites à risque dans les couples de même sexe. Philippe dira qu'à force d'encaisser, je suis devenu alcoolique. Le matin, c'est une demi-bouteille de Gen 27, de vodka ou de n'importe quoi qui me passe sous la main. Anatole, lui, me confiera avoir fait, à la fin de ses relations violentes, ce qu'il nommera des bêtises et qui se traduisent par des relations sexuelles répétées sans protection. Expérience qu'il vivra par la suite mal, puisqu'il va dire lors de l'entretien que c'est quelque chose qui ne lui ressemble pas. Il n'est pas un habitué des plans cul, pour reprendre ces termes. Pour Mika, on augmente encore la prise de risque, puisque lui, on n'est plus sur les relations sexuelles non protégées, on rentre dans le domaine du chemsex, donc chemical sexuality. Pour Hector, enfin, un homme de 64 ans, médecin généraliste de profession, le quotidien des violences verbales et physiques le pousseront à abandonner sa voiture au bord d'une route, avec tout ce qui lui permet de faire état de son identité, dans l'optique de disparaître socialement, donc de se clochardiser. Dans un autre registre. Fort heureusement, il aura la possibilité, fort heureusement, il aura la possibilité de faire marche arrière. Son mal-être et ceux des autres personnes que j'ai pu citer juste en amont reflètent la solitude dont finalement ces hommes sont victimes. Et comme le confie Hector, c'est terrible de se sentir tout seul par rapport à ça. Surtout quand on est soi-même dans la relation d'aide, on passe son temps à aider les autres et il n'y a personne pour s'occuper de nous. C'est sur cet état d'esprit que je vais conclure par une citation d'Adam Messenger. « La violence entre partenaires intimes chez les LGBTI+, est devenue largement invisible pour nos amis, nos familles, nos écoles, nos communautés, nos soignants, nos politiciens, nos magistrats et nos universitaires.
Cette situation perdure malgré des recherches qui concluent à plusieurs reprises que les personnes LGBTI+ sont susceptibles d'être victimes de violences conjugales. Une étape importante pour sortir le phénomène de l'ombre serait de faire la lumière sur ce que nous savons déjà, sur ce que nous savons déjà sur la question et sur la manière dont nous pouvons utiliser ces connaissances pour faire évoluer les choses. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour ce timing au cordeau, impeccable. Et je vais du coup tout de suite passer la parole à Rebecca. Je pense que ça va être mieux comme ça. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Bonjour à tous, toutes et tous. Je vais vous parler maintenant du développement d'une formation sur laquelle on a travaillé à Québec. Je voulais juste faire une petite correction par rapport à la présentation. Je ne suis pas psychologue clinique. J'ai étudié en psychologie, mais je suis chercheur. Voici l'ordre du jour en 12 minutes. J'ai hâte de voir si je suis capable de réaliser l'exploit qu'Émeric vient de faire. Je vais passer plus rapidement sur certaines choses et on pourra venir en discuter par la suite, soit dans la période de questions, soit plus tard. N'hésitez pas à venir m'approcher. D'abord, je vais changer de main, c'est plus facile. Tout d'abord, je dois vous dire que la formation sur la violence conjugale dans le cadre des relations intimes et amoureuses LGBTQ+, a été développée en raison de 2 projets de recherche qui ont commencé en 2017 au Québec, dans lequel nous avons interrogé au total 87 personnes de la diversité sexuelle et de genre, donc des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, pansexuelles, asexuelles, demisexuelles, queer, trans et non-binaires. Malheureusement, on n'a pas réussi à aller chercher des personnes bispirituelles qui est une réalité spécifique du Canada, et pas non plus malheureusement des personnes intersexes. C'est un gros projet de recherche qui a rassemblé énormément de personnes qui ont travaillé là-dessus. Il est dirigé par Valérie Roy, qui est professeure à l'Université Laval à Québec. Il y a également des partenaires communautaires dont je veux vraiment souligner la participation, car sans nos partenaires du communautaire, honnêtement, le projet n'aurait pas pu être ce qu'il est. Sur la liste ici, il y a uniquement 4 groupes communautaires qui sont inscrits. Réseau, le Centre de solidarité lesbienne, le Conseil québécois LGBT et Divergent, qui sont nos partenaires principaux, mais il y a à peu près au moins une douzaine de partenaires de plus qui ont été impliqués dans le projet. Je vais aller très rapidement sur les principaux résultats parce que la présentation d'Émeric a, je pense, bien commencé à expliquer, en tout cas, la réalité gay de la problématique et que je veux laisser plus de temps pour parler du développement de la formation en tant que telle. Mais ce qu'on s'est rendu compte dans nos résultats, c'est qu'il y a certaines violences qui sont manifestations de violences qui sont spécifiques aux populations LGBTQ+. Bien entendu, il y a également des manifestations qui sont communes avec les personnes hétérosexuelles, mais je vais parler uniquement des spécifiques. Et qu'elles touchent toutes, elles sont toutes axées, elles ciblent toutes, soit l'orientation sexuelle, soit l'identité de genre, soit l'expression de genre de la personne. Ici, vous voyez plusieurs manifestations qui sont plus d'ordre psychologique, le dénigrement, l'invalidation, l'instrumentalisation, notamment avec l'hypersexualisation et la fétichisation des personnes bisexuelles, pansexuelles entre autres, mais également des personnes trans, et le contrôle. Également le dévoilement forcé ou le outing dont Émeric a parlé, c'est-à-dire de dévoiler l'orientation sexuelle, l'identité de genre de la personne avant qu'elle soit prête à le faire. On a également trouvé des violences sexuelles, physiques et économiques qui étaient plus spécifiques aux populations LGBTQ+. Juste un exemple de violence économique envers les personnes trans. Certains partenaires pouvaient saisir les articles d'affirmation de genre ou l'hormonothérapie pour exercer de la violence envers ces personnes. Au niveau des conséquences, elles touchaient également l'identité de genre ou expression de genre et l'orientation sexuelle. Je ne vais pas venir sur chacune des conséquences qui sont ici, on pourra en parler, mais généralement, en raison de toute la violence que les personnes ont vécue, en raison de tout le dénigrement et l'invalidation qu'elles ont vécu par rapport à leur orientation sexuelle
et ou leur identité de genre, ces personnes ont eu tendance à dissimuler, à altérer leur expression de genre pour éviter de vivre de violence finalement. Il y a également eu des conséquences par rapport au milieu LGBTQ+. Les personnes ont perdu la confiance dans les milieux LGBTQ+, qu'elles pensaient être des espaces sécuritaires avant de vivre de la violence dans une relation intime LGBTQ+. Et leur réseau social LGBT s'est retrouvé restreint parce que c'est pas un secret, le milieu LGBT, même dans les grandes villes, est assez restreint. C'est pas rare que deux partenaires dans une relation de violence partagent le même réseau social. Donc forcément, si la personne essaie de sortir de la violence, elle perd à la fois son partenaire, sa partenaire, mais aussi tout un réseau LGBT, parfois. Les facteurs de risque s'intègrent, selon ce qu'on a vu tous, dans un contexte social hétéro-cis-normatif que Émeric a très bien décrit tantôt. Je vais vous donner quelques exemples de facteurs qu'on a pu voir, les victimisations antérieures, aussi bien dans les relations intimes qu'en général, donc toutes les stigmatisations que les personnes LGBTQ+ peuvent vivre au quotidien les rend plus à risque de vivre la violence. Les conceptions traditionnelles des normes de genre, autant pour la personne qui exerce que la personne qui vit de la violence. Les déséquilibres de pouvoir dans la relation, donc s'il y a un déséquilibre au niveau économique, au niveau social, au niveau de l'éducation aussi. Le fait que la communauté LGBTQ+ soit plus restreinte, ça limite les accès aux ressources, entre autres les coming out durant la relation. Il y a plusieurs personnes qui ont rapporté que le fait de faire une transition ou un coming out pendant une relation a souvent entraîné une escalade de la violence, voire une apparition de la violence. On parle notamment des personnes trans ici. Et une intériorisation des préjugés. Donc l'homophobie intériorisée, dont Émeric parlait tantôt, peut et aussi mettre la personne plus à risque de vivre la violence ou tout simplement plus à risque de rester dans un cadre violent puisqu'il n'y a pas de reconnaissance de la violence et que la personne ne cherche pas à en sortir ou à avoir des ressources parce qu'elle considère que c'est normal. La formation maintenant. Dans le cadre des projets, notre objectif était de faire une formation pour former le personnel d'intervention non spécialisé, que ce soit en population LGBTQ+, ou en violence conjugale. C'est quand même un gros mandat, c'est une double réalité assez isolante pour les personnes. C'est deux sujets assez denses qu'on a décidé d'affronter d'un coup en une formation d'une journée chez des personnes qui peut-être n'avaient jamais entendu parler de ces deux sujets-là, ou en tout cas pas de façon théorique, pas de façon concrète. On visait à ce que les personnes puissent comprendre le contexte dans lequel s'inscrit la violence conjugale chez les populations LGBTQ+, c'est-à-dire l'hétéro-cis-normativité dont je viens de parler, connaître les manifestations générales et spécifiques, que j'ai présentées très rapidement pour les spécifiques, mais également toutes les manifestations générales communes aux personnes hétérosexuelles et aux personnes LGBTQ+, et cibler des pistes d'intervention. Comment est-ce qu'on a développé cette formation? C'est réellement un travail collaboratif entre plusieurs acteurs, actrices, actrices. L'équipe de recherche, donc moi-même, Valérie Roy à la direction du projet et Sylvie Thibault qui est co-chercheur, était vraiment le moteur du développement de la formation, mais on n'aurait pas pu développer cette formation-là sans nos partenaires du communautaire qui avaient l'expertise terrain, qui permettait d'étayer les données qu'on a récoltées, et nos co-chercheurs qui nous ont permis de réellement travailler parallèlement sur différents sujets. On a fait appel également à un conseiller pédagogique qui nous a aidés à, pas nécessairement à cibler le matériel pertinent, mais surtout à l'agencer de façon à ce qu'il y ait moins de répétitions. On s'est rendu compte que nos sujets pouvaient être très circulaires au niveau de l'hétéronormativité, entre autres, au niveau de la violence conjugale et des populations LGBTQ+, puis c'était assez difficile des fois de savoir quoi aborder en premier entre la poule et l'œuf. C'est ici que le conseiller pédagogique est entré et nous a aidés à réellement mettre en forme tout ça. Ces différentes étapes qu'on a parcourues pour élaborer la formation, c'est 6 mois de travail à partir du moment où les objectifs ont été ciblés. C'est quand même beaucoup de travail. Il y a beaucoup de travail qui ont été faits en parallèle. Nos partenaires communautaires ont notamment élaboré les vignettes cliniques. Il y en a 6 vignettes cliniques que nous avons élaborées pour la formation parce que nous couvrons une grande variété de populations LGBTQ+, et on voulait représenter au maximum les différentes réalités parce que les réalités peuvent être très différentes d'une personne à l'autre.
Le plan est réellement l'élément qui a pris le plus de temps parce qu'on a essayé de l'avoir le plus exhaustif possible afin de justement éviter des dédoublements, de devoir recommencer le travail. Et on a également fait accréditer la formation auprès des ordres professionnels parce qu'au Québec, il y a des ordres professionnels pour les psychologues, les sexologues, les travailleuses sociaux. On a réussi à faire accréditer la formation afin qu'elles puissent être contributives à leur formation continue. Après tout ce travail, ce qu'on a décidé, c'est de faire une formation d'une journée, ça je l'ai déjà dit. La matinée a été faite de façon plus magistrale et théorique. On a hésité à savoir est-ce que c'était pertinent, nécessaire d'aborder les notions de base. Donc, c'est quoi la population LGBTQ+, c'est quoi identité de genre, expression de genre, orientation sexuelle, sexe assigné à naissance, etc. Et également pour la violence conjugale avec les formes de base, donc violence sexuelle, économique, psychologique, physique. Ça a été une grosse hésitation. On a pensé à peut-être référer les personnes à une formation préalable. On s'est rendu compte que avec les personnes qui travaillent en première ligne, déjà qu'elles puissent se rendre à une formation, c'est du temps dans leur journée, puis c'est rare qu'elles puissent être libérées pour ça. On a donc décidé de partir à la base. Il y a eu des enjeux par rapport à ça, du fait que certaines personnes étaient plus avancées, pour certaines personnes c'était redondant, mais on s'est rendu compte que c'était très nécessaire pour certaines personnes, puisque souvent la moitié des personnes à qui on doit donner la formation nous disaient avoir besoin justement de retourner sur ces notions de base-là pour être capable de comprendre les spécificités et la suite. On a également présenté les spécificités de la violence conjugale, donc avec des extraits, pas théoriques comme je viens de vous le présenter actuellement, mais vraiment les mots des personnes qu'on a interrogées afin de rendre ça les plus concrets possible pour les personnes qui interviennent. Et en après-midi, on s'est axé sur une posture davantage réflexive avec des activités en sous-groupe, des discussions, des ateliers, afin que la partie qui concerne davantage le contexte LGBTQ+, et les pistes d'intervention soit non pas une liste d'épicerie, une recette, dans le fond, qu'on donne aux intervenants, mais davantage une discussion, puis un travail collectif pour arriver à des solutions. On a rencontré différents enjeux à travers les formations qu'on a déjà données, puis dans son développement. Pour l'instant, on a eu 3 formations à 125 personnes. Malgré ça, il y a eu énormément d'attrition parce que la formation est gratuite. On a encore 3 formations à donner. L'apprentissage qu'on sort de ça, c'est qu'on aurait peut-être dû demander une contribution symbolique, ne serait-ce que pour accroître la responsabilité un peu des personnes pour qu'elles puissent venir, parce que ça reste que c'est beaucoup de travail, beaucoup de subventions aussi qui sont passées là-dedans, vous pouvez vous en douter. Deuxième enjeu, les expériences et connaissances hétérogènes des personnes. Comme je l'ai dit, on a eu beaucoup un enjeu à se demander si on faisait des notions de base ou de la formation préalable. Ça reste que, comme je disais, la moitié des personnes avaient besoin des notions de base, donc on pense que par rapport à ça, c'était nécessaire ce qu'on a fait, mais on a, dans les rétroactions qu'on a eues des personnes, il y a certaines personnes qui ont dit justement que cette partie-là était redondante pour elles parce qu'elles étaient déjà informées et connaissaient déjà le sujet. Je n'ai pas de bonne solution par rapport à cet enjeu-là. Je suis encore en train de réfléchir. N'hésitez pas si vous avez des idées à me les donner à la suite dans la discussion. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, notamment lors des premières formations, puis ça, on ne s'y attendait pas du tout, c'est qu'il y avait une certaine banalisation de la violence conjugale par les personnes qui participaient à la formation. Je ne dis pas ça qu'elles faisaient ça dans un but malin ou avec de mauvaises intentions, mais c'est tout simplement que les personnes étaient en apprentissage. Donc, des fois, des extraits des personnes qui ont été interrogées hors contexte pouvaient leur paraître, surtout pour les violences psychologiques qui sont un petit peu plus subtiles, plus anodins, puis elles posaient des questions par rapport à ça. Sauf que la réalité, c'est que la formation, on la donne avec des personnes qui travaillent en intervention, mais qui sont parfois expertes de vécu, qui ont vécu de la violence conjugale ou qui font partie des populations LGBTQ+. Donc, on se retrouvait à devoir un peu essayer de gérer, oui, on enseigne à tous et toutes, mais on ne veut pas non plus que la personne se retrouve à se faire victimiser à nouveau dans une
dans une formation. Entre autres, les éléments qu'on a trouvés, c'est un peu comme aujourd'hui, le fait d'avoir un numéro de téléphone et des personnes qui soient là pour écouter les personnes si elles sont touchées, mais aussi tout simplement ce qu'on n'avait pas fait initialement, mais qu'on a fait à la suite du premier enjeu qu'on a rencontré, faire un point pour prévenir les personnes que justement il peut y avoir des personnes qui ont vécu de la violence, il peut y avoir des personnes des communautés LGBTQ+, donc de faire attention à la façon dont les questions sont posées, puis la façon dont les commentaires sont amenés, mais aussi tout simplement de ressortir nos données avec des citations pour montrer que oui, la banalisation de la violence conjugale, c'est aussi fait. Je crois que je suis à la fin de mon temps. OK, 1 minute. J'ai presque fini, ça va. C'est aussi fait par les personnes qui vivent la violence, c'est aussi fait par les personnes qui font de la violence, qui exercent la violence. Donc, juste de montrer que les personnes peuvent banaliser la violence aussi, aider à permettre ça. J'ai déjà parlé un peu des méthodes d'apprentissage. Il y a des points positifs et des inconvénients aux 2 méthodes qu'on a choisies. Le fait d'allier les 2, on trouve que ça a été très utile. Les données qu'on a eues dans nos entrevues, c'est des entrevues auprès de 87 personnes, 3 heures d'entrevue, c'est à peu près plus de 260 heures de contenu, je pense. On n'a pas abordé dans la formation énormément de tout ce qu'on a trouvé. Donc, est-ce que ce serait de réaliser des formations pour les personnes expertes? Sans doute. Est-ce qu'on est déjà rendu là? Pas nécessairement. En tout cas, pour la plupart des personnes qui sont formées et qui travaillent dans les milieux au jour d'aujourd'hui. Rapidement, les rétroactions des personnes. Donc déjà, je veux montrer qu'il y avait quand même un intérêt marqué pour la formation. 430 personnes sont inscrites en moins d'1 mois. On parle des personnes qui travaillent en intervention dans le domaine public, qui sont extrêmement occupées, donc c'est quand même très, très gratifiant. On avait une subvention pour donner la formation à seulement 200 personnes. Et on devait en donner 3 à la base. On a déjà donné 3, on va encore en donner 3 jusqu'à la fin de notre subvention, donc c'est vraiment très satisfaisant de voir qu'il y a des personnes qui veulent se former puis qui veulent apprendre sur le sujet et être plus outillées pour travailler auprès des communautés. La formation a, je pense, été quand même utile parce que 88% des personnes qui ont fait la formation se sentent plus à l'aise à intervenir et 96% la recommanderaient à leurs collègues. Est-ce que ça rentre dans mon 1 minute? Excellent. J'ai vraiment hâte d'en parler. Je pensais que la période de questions serait après chaque intervention, mais en tout cas, si vous avez pris des notes, parfait, on pourra discuter à la suite de l'ensemble des présentations. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Rebecca. Donc, je passe tout de suite la parole à Tania. Oh, excuse-moi. Ah oui. Pendant que ça s'ouvre, bonjour. Je remercie l'équipe organisatrice de me permettre de présenter aujourd'hui une de mes recherches qui a fait l'objet d'une publication, si vous voulez essayer d'en savoir plus, dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire. Et donc, c'est une recherche qui s'intéresse à l'effet des réactions des parents à l'identification lesbienne ou bisexuelle de leur fille cisgenre, les effets que ça a sur la santé mentale des lesbiennes et des bisexuels. Alors, jusque dans les années 1950, les recherches sur la santé des minorités sexuelles considéraient ces sexualités comme une maladie mentale. Les travaux en santé publique et en sciences sociales ont par la suite évolué et ne considéraient plus ces sexualités comme une pathologie, mais elles constataient que les minorités sexuelles déclaraient une moins bonne et déclarent toujours une moins bonne santé mentale que les personnes hétérosexuelles. Et ces travaux supposent que cette moins bonne santé mentale proviendrait des stigmatisations qu'elles subissent en tant que minorité. Donc on a ainsi commencé à considérer que les minorités sexuelles sont soumises à des facteurs de stress qui sont spécifiques et qui détérioreraient leur santé mentale. Donc les facteurs de stress dont a déjà parlé tout à l'heure Emeric. Alors, ces facteurs, ils peuvent avoir 4 origines. Les stigmatisations qui sont subies en tant que minorité sexuelle, les stigmatisations qui ne sont pas subies mais qui sont redoutées en tant que minorité sexuelle, les stratégies qui sont mises en œuvre pour dissimuler son identification sexuelle et la crainte que celle-ci soit découverte, ou encore la vision négative que les minorités sexuelles portent sur leur propre sexualité. Mais je ne vais pas revenir sur ce dernier point dans le reste de ma présentation.
Donc, le modèle de facteur de stress, qui a entre autres été développé par Ilan Meyer aux États-Unis, établit un lien entre la connaissance et l'acceptation de l'identification sexuelle par d'autres et la détresse psychologique des minorités sexuelles. Ce lien peut être de deux ordres. Tout d'abord, si la sexualité minoritaire est connue, la personne peut subir ou craindre de subir des stigmatisations. Et deuxièmement, si cette sexualité minoritaire n'est pas connue, la personne peut souffrir des tactiques qu'elle met en œuvre pour la garder secrète, appréhender qu'elle soit sue et craindre des stigmatisations qui pourraient en découler. Donc, dans ma présentation, je vais m'intéresser à ce lien entre connaissance et acceptation de l'identification sexuelle minoritaire et état psychologique des minorités sexuelles. Et pour étudier ce lien, je me suis concentrée, mes analyses se concentrent sur la connaissance et l'acceptation par les parents de l'identification lesbienne ou bisexuelle de leur fille cisgenre. Alors rapidement, je vais vous présenter les matériaux que j'ai utilisés pour ces analyses. Donc, de novembre 2015 à mars 2016, l'Institut national des études démographiques a conduit une enquête auprès des personnes LGBT sur les violences et les rapports de genre. 7148 personnes LGBT ont répondu à cette enquête et parmi elles, il y avait 2495 femmes cisgenres lesbiennes et 721 femmes cisgenres bisexuelles. Donc j'ai analysé les réponses de ces deux populations. Pour étudier la détresse psychologique des enquêtées lesbiennes et bisexuelles, j'ai mobilisé deux mesures. Une qui permet d'avoir un aperçu de la santé mentale sur l'année qui a précédé l'enquête et qui s'intéresse à la survenue de pensées suicidaires au cours de cette année qui s'est écoulée. Et une autre mesure porte plus spécifiquement sur les deux semaines qui ont précédé l'enquête, et elle s'intéresse à la survenue d'épisodes dépressifs, de dépression et d'anxiété. En ce qui concerne la réaction des parents, j'ai aussi mobilisé deux indicateurs. Un qui rend compte de la connaissance parentale de l'identification lesbienne ou bisexuelle de leur fille. Donc c'est un indicateur qui prend la valeur oui quand les deux parents sont au courant et la valeur non quand au moins l'un des deux n'est pas au courant. Et le deuxième indicateur, c'est un indicateur d'acceptation parentale de cette identification et qui prend la valeur oui quand les deux parents l'ont accepté et qui prend la valeur non quand au moins un des deux parents ne l'a pas accepté. Alors, dernier point méthodologique, rapidement, mais c'est important. Les recherches en santé mentale ont montré qu'il y a un certain nombre de caractéristiques sociodémographiques et d'expériences au cours de la vie qui peuvent affecter la santé mentale des individus. Mais moi, dans mes analyses, je voulais vraiment pouvoir isoler l'effet qu'avait la connaissance et l'acceptation par les parents sur la santé mentale des lesbiennes et des bisexuels. Donc il me fallait isoler les autres effets qui peuvent jouer sur la santé mentale des lesbiennes et des bisexuels. Donc, pour isoler ces autres variables qui peuvent avoir des conséquences sur la santé mentale, j'ai mis en place des régressions logistiques. Donc, c'est une technique statistique qui va justement permettre d'isoler ces effets. Donc, cette technique statistique, elle tient compte de ce qu'on appelle des variables d'ajustement. Donc, en l'occurrence, les recherches en santé mentale montrent par exemple que dans les enquêtes statistiques, les plus jeunes déclarent des états de santé mentale plus dégradés. Les personnes qui sont au chômage aussi. Les personnes qui ont subi des violences aussi. Donc, les analyses que je vais vous présenter, elles permettent d'isoler l'effet de ces autres caractéristiques sociodémographiques et de ces expériences pour vraiment pouvoir isoler l'effet qu'a la connaissance et l'acceptation par les parents de cette identification sexuelle sur la santé mentale des lesbiennes et des bisexuels. Bon, j'espère que j'ai bien résumé, que c'était clair. Sinon, je pourrais répondre aux questions après. Alors, j'en arrive à la deuxième partie qui présente les résultats de mes analyses. Alors, tout d'abord, je me suis intéressée à l'effet de la connaissance parentale sur la santé, la connaissance parentale de l'identification lesbienne ou bisexuelle sur la santé des femmes lesbiennes ou bisexuelles. Alors, sans prise en compte des variables d'ajustement dont je vous ai parlé juste avant, on voit que les lesbiennes et les bisexuels, dont les parents ne connaissent pas l'identification sexuelle, rapportent plus de détresse psychologique que les autres.
Alors, je vais un peu vous expliquer ce tableau qu'il y a derrière. Je vais commencer en détaillant ce qu'il y a pour les lesbiennes, donc les deux colonnes qui sont au centre. Donc, on voit, je vais analyser le 1,5, qui est la ligne odd ratio brut. Donc, on voit que le risque relatif d'avoir des pensées suicidaires est 1,5 fois plus élevé chez les femmes lesbiennes dont les parents ne connaissent pas l'homosexualité par rapport à celles dont les parents connaissent l'homosexualité. Ça, c'est quand on ne prend pas en compte les variables d'ajustement dont je vous ai parlé avant. Mais quand on prend en compte ces variables d'ajustement, on voit que ce résultat est nuancé et qu'à ce moment-là, le risque n'est plus que 1,1 fois plus élevé. L'effet, on constate le même effet quand on regarde l'autre indicateur de santé mentale, celui qui est sur les lignes qui sont en dessous. Donc, que comprendre de ces résultats? C'est que chez les lesbiennes, une fois les variables d'ajustement prises en compte, c'est-à-dire les caractéristiques sociodémographiques, différentes expériences qu'elles ont pu avoir au cours de la vie, une fois ces variables d'ajustement prises en compte, le risque de détresse psychologique est équivalent que les parents connaissent ou pas l'identification lesbienne de leur fille. Chez les bisexuels, le résultat est plus nuancé. On voit que les variables d'ajustement, elles n'annulent pas complètement les écarts, mais elles en expliquent seulement une partie. Et donc, on voit que chez les bisexuels, avec les variables d'ajustement, pour les femmes bisexuelles dont les parents ne connaissent pas l'identification sexuelle, elles ont 1,3 à 1,4 fois plus de risque de rapporter de la détresse psychologique. Dans un deuxième temps, je me suis intéressée à l'acceptation de cette identification minoritaire par les parents et à la façon dont ça avait des conséquences sur la santé des lesbiennes et des bisexuels. Et alors là, les résultats, ils montrent bien les conséquences néfastes de la non-acceptation de l'identification homo ou bisexuelle par les parents. Je vais d'abord analyser les résultats pour les lesbiennes, dont les résultats sont au centre du tableau. Donc, après prise en compte des variables d'ajustement, la détresse psychologique reste 1,5 à 1,6 fois plus forte pour les lesbiennes dont les parents n'acceptent pas l'identification minoritaire par rapport aux lesbiennes dont les parents acceptent l'identification minoritaire. Alors, chez les bisexuels, l'effet est moins net, mais il semble pour autant que ça aille à peu près dans le même sens toujours. Parce que une fois les variables d'ajustement prises en compte, la détresse psychologique reste 1,3 à 1,5 fois plus élevée pour les bisexuels dont les parents n'acceptent pas l'identification sexuelle par rapport aux bisexuels dont les parents acceptent l'identification sexuelle. Alors, maintenant que j'ai essayé de résumer ces gros tableaux rapidement, je vais un peu plus détailler ce qu'on peut retenir, en fait, l'analyse qu'on peut faire de ces résultats. Alors, il y a trois grandes analyses qui me semblent importantes. Tout d'abord, pour les femmes lesbiennes, les résultats montrent qu'il n'y a pas de lien évident entre connaissance parentale de l'homosexualité et détresse psychologique. Alors, ce résultat, il invite à s'interroger sur l'attitude des parents des femmes lesbiennes, mais il renseigne aussi le rapport non univoque que les lesbiennes peuvent avoir à la visibilité de leur identification. Je m'explique. Leur situation minoritaire les expose à certaines stigmatisations. Or, des travaux ont montré que face à certaines expériences négatives, la famille peut être un soutien. Clairement, ça ne semble pas être le cas pour les lesbiennes et leur expérience qu'elles ont en tant que minorité sexuelle. De fait, pour ces femmes, la simple connaissance par les parents de l'identification homosexuelle ne semble pas jouer de rôle protecteur puisqu'elle n'est pas associée à une moindre détresse psychologique. Deuxièmement, les résultats sont différents pour les femmes bisexuelles, puisqu'on a vu le niveau de détresse psychologique baisse avec la connaissance parentale. Alors ce résultat, il incite à s'intéresser à la spécificité de la bisexualité féminine. Cette sexualité, elle reste particulièrement discréditée par rapport à l'hétérosexualité, mais aussi par rapport à l'homosexualité. Les préjugés qui touchent à la bisexualité féminine font de cette identification une simple phase où une sexualité
transitoire qui ne remettrait pas en cause soit l'hétérosexualité, soit qui aboutirait à terme à l'homosexualité. Alors, dans ce contexte, le seul fait de faire savoir son identification bisexuelle aurait un rôle bénéfique. Et ce résultat, il illustre en fait le rapport spécifique à la visibilité d'une identification sexuelle qui est particulièrement déconsidérée. Et il vient aussi alimenter les mécanismes du modèle de facteur de stress que je vous ai présenté au début et que je rappelais là sur la slide. Troisièmement, le rejet parental de l'homo ou de la bisexualité est toujours associé, bien que plus ou moins fortement, mais toujours associé à de moins bons états psychologiques. Alors, on considère souvent que cacher son identification sexuelle affecte la santé mentale des minorités sexuelles. Pour autant, pour certaines personnes, cacher son identification sexuelle apparaît comme une façon de se protéger face aux réactions négatives qui pourraient découler de l'affirmation de soi. Et alors ce résultat, bien sûr, il rappelle les travaux de Salima Amari, les travaux qu'elle a menés pendant sa thèse. Ce résultat, il confirme un autre des mécanismes décrits par le modèle de facteur de stress, qui est que pour une part des femmes lesbiennes et bisexuelles, la connaissance parentale de leur identification sexuelle aboutit à des situations de stigmatisation et détériore ainsi leur état psychologique. Alors, pour conclure, on voit que malgré le développement de l'acceptation sociale et juridique des minorités sexuelles depuis les années 1980, des stigmatisations persistent, des stigmatisations subies, mais aussi la crainte de certaines stigmatisations, ça persiste, et ça continue d'affecter la santé mentale des minorités sexuelles. Alors, les analyses que je vous ai présentées, elles confirment des travaux qui ont été menés précédemment, mais elles viennent aussi enrichir la compréhension des phénomènes qui sont à l'œuvre. Tout d'abord, elles soulignent le rapport non univoque à la visibilité des sexualités minoritaires, puisque les bénéfices de la connaissance parentale ne sont pas manifestes pour l'ensemble des femmes cisgenres, lesbiennes et bisexuelles. Et par ailleurs, ces analyses montrent aussi le rôle notable que la cellule familiale peut avoir dans l'amélioration de l'état psychologique des lesbiennes et des bisexuels. Puisque, on l'a vu, l'acceptation parentale de l'homosexualité et de la bisexualité est associée à une moindre détresse psychologique, mais pour autant, on a aussi vu que ce soutien familial peine à se faire sentir et demeure insuffisant. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que les explications sur les régressions logistiques étaient claires. Merci beaucoup, Tania. Oui, c'était très clair. Je passe tout de suite la parole à Yoram et Sophie. Qui nous fait hop. Bonjour, merci beaucoup de nous accueillir ici à cette conférence. Notamment, on voulait remercier Michal Raz et France Frigo avec qui on a été directement en contact pour la préparation. Merci aussi à Armel Andro pour l'animation de cette table ronde.
Du coup, on est Sophie Pires à ma droite et moi-même Kinyoram Krakowski. On est psychologue et membre de la collégiale de l'association pour le soin queer et féministe, qui est située à Toulouse. Du coup, c'est une association féministe intersectionnelle. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, nous, dans l'équipe, on n'est que des personnes militantes, minorisées de genre et au croisement de différents types d'oppression, puisqu'il y a au sein de la collégiale des personnes trans, des personnes lesbiennes, des personnes queer, des personnes concernées par le racisme. Ça a du sens dans ce qu'on porte aussi dans nos luttes, puisqu'on défend un accès à la santé globale en prenant en compte le fait que ces différents types d'oppression et leur croisement entraînent une perte de chance pour les personnes minorisées. Du coup, on a différents types d'actions. On intervient beaucoup auprès des professionnels de santé par le biais de la formation, de la supervision, de groupes d'analyse de pratiques. On a aussi, on en parlera du coup, des espaces cliniques gratuits. On fait aussi de la diffusion de savoir par le biais de brochures. Et la SQF porte également la liste Psy Située, donc qui est un annuaire national qui répertorie les psys qui prennent en compte les oppressions systémiques dans leur pratique clinique. Mais on vous en parlera plus demain parce qu'on a un temps d'atelier avec ma consoeur Sylvie Dalnoki. Donc voilà. Et du coup, une des missions, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, qui nous tient à cœur à la SQF, en fait, c'est de monter des groupes de parole psychothérapeutiques qui sont gratuits pour nos publics. Et donc, depuis 1 an et demi, on tient un groupe qui s'appelle Isolement et discrimination, retrouver du pouvoir d'agir. En mars 2024, on commencera un groupe qui s'appelle Violences sexuelles dans l'enfance, en parler, se soutenir, se renforcer. Et on aimerait lancer un groupe sur les violences partenariales avec prise en compte des enjeux queer dans les années qui suivent, si, si c'est possible. Voilà. Oui, je continue. Donc pour ce groupe, en gros, les constats qu'on a fait, c'est que le groupe est né d'un constat post-confinement, donc confinement Covid, où on a observé, nous, en tant que psychologues dans notre cabinet, un niveau d'isolement extrême de nos patients-patientes et du coup plus largement de nos communautés. Et donc, sachant que l'isolement est un des facteurs majeurs de souffrance psychique, on a voulu un peu s'attaquer à ça. Et on avait envie de permettre un espace pour penser le lien entre isolement et discrimination, pour comprendre les mécanismes donc, qui ont été plutôt expliqués déjà depuis le début, mais de stress minoritaire, de charge mentale des opprimés, de la culture du rejet, qui agissent et renforcent l'isolement. Donc en gros, l'état de vigilance accru dans lequel l'anticipation des violences nous maintient, le travail de pédagogie sans cesse, de devoir défendre ses droits et se battre pour être respecté, les stratégies à mettre en place constamment, mais aussi se percevoir à travers le regard du dominant, se d'évaluer, anticiper les situations de rejet, dissimuler son identité de peur d'être stigmatisé, et l'intériorisation des normes de la société dominante. Donc l'idée avec ça, c'était aussi de sortir de la culpabilité individuelle et de replacer un petit peu ce truc au sein de qu'est-ce qui se passe systémiquement en fait, et pourquoi on subit ça. Du coup, le groupe aussi, c'était l'occasion, en fait, à la différence d'un suivi individuel. Désolée, je trempe de la voix. C'était l'occasion de travailler ses compétences sociales aussi en groupe pour des personnes qui, en fait, pour beaucoup, sortaient pas trop de chez elles, qui voyaient potentiellement leur psy et c'est tout, quoi. Donc voilà, c'était un endroit aussi pour renforcer le pouvoir d'agir des personnes, de vivre des expériences positives de socialisation. Et aussi, donc le public visé, c'était des personnes éloignées du soin à la base, qui ne peuvent pas soit se permettre un suivi psychologique, soit juste qui ont peur des psys aussi. On a pensé le groupe ouvert parce qu'on savait qu'on allait accueillir des personnes anxieuses et que du coup, un groupe ouvert, ça veut dire qu'on peut venir. En fait, le groupe est là 1 fois par mois et on vient si on veut plusieurs séances, ou on repart. On vient qu'à une, enfin bref. Et du coup, on savait que les personnes anxieuses, ça pouvait les aider, en fait, de savoir que ce truc-là existait et qu'on puisse venir à certains moments et repartir et qu'on n'a pas de compte à rendre. Voilà. Ouais, les réalités. Alors, oui. Donc, initialement, c'était un projet qui a été financé par les fonds propres de la SQF.
Donc, on n'a pas eu d'aide de subvention à ce moment-là. C'était juste avec les dons et aussi les adhésions des membres de l'asso et le fait qu'on donne des formations aux soignantes pour récupérer des sous. En fait, c'est un peu le principe des Robins des Bois, quoi. On va prendre des sous chez les personnes qui ont un peu plus d'argent pour pouvoir faire ces groupes gratuits. Et voilà. Du coup, ce qu'on a pu observer finalement, c'est que le public réel qu'on a eu... donc, ah oui, pardon. Non, c'est pas maintenant. Oui. Donc, le groupe a bénéficié à 37 personnes. Voilà. Et donc, le public, majoritairement, était des personnes qui étaient finalement déjà insérées dans le soin. Qui étaient pour la plupart soit reconnus comme handicapés à la MDPH, soit voilà, qui avaient des suivis psychiatriques, psychologiques, qui étaient voilà, des personnes avec aussi des troubles neurodéveloppementaux. Donc, ouais, personnes insérées dans le soin déjà, mais qui manifestement avaient besoin de collectifs dans le soin. Et une grande majorité de personnes trans. Bon, déjà parce que la SQF, on est quand même très visible sur ces questions-là à Toulouse, mais aussi parce qu'en fait, les personnes trans cumulent beaucoup d'oppressions. Et enfin, souvent, on remarque qu'elles cumulaient plusieurs oppressions dans ce groupe et du coup étaient isolées. Enfin, il y a souvent rupture sociale, etc. Bon, voilà, c'est ce qu'on a retrouvé à cet endroit-là. Ouais, et du coup, en moyenne, il y avait à peu près 6 personnes par séance, avec 2 nouvelles personnes. Généralement, on a vu qu'on avait un noyau dur de 4-5 personnes qui sont venues quasiment à toutes les séances. Et puis, des personnes qui venaient une fois, qui repartaient, ou qui venaient 3 séances, puis qui revenaient pas. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur ce point. Super. Alors, on va faire un petit topo sur comment ça se déroulait, comment on avait pensé le déroulé type d'une séance. Du coup, on commençait toujours par un tour de table pour accueillir les nouvelles, et on leur demandait toujours de dire qu'est-ce qu'elles vivaient comme discrimination et à quel point ils et elles étaient isolés. Et on insistait, mais l'animation se fait toute seule. Et on insistait vraiment pour rentrer dans l'intime dès le début, c'est-à-dire dire vraiment à quel point je suis isolée. C'est est-ce que je vois personne du tout? Est-ce que j'ai qu'une amie que je vois 2 fois par an? Est-ce que je vois que mes soignants? Enfin, d'aller directement dans le dur. Du coup, ça permettait de faire un tour de parole. Et pour les personnes qui étaient déjà venues, juste de dire qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou pas dans ma vie? À quoi je suis confrontée en ce moment? On invitait la personne de droite dans le groupe à réagir à ce que la personne venait de dire. Alors pourquoi on a fait ça? C'est pour obliger un peu que le care et les réactions d'empathie, tout le monde ait à en produire et que ce ne soit pas toujours les mêmes qui portent cette charge-là. Nous-mêmes, après ce temps de parole, on se permettait de relancer, d'aller noter peut-être des mécanismes un peu défensifs, d'aller monter un peu en hauteur en fait, sur des problématiques qui pouvaient être émises par les participantes. On amenait de la clinique à ce moment-là. Et ensuite, on faisait, après ce tour de parole, il y avait une pause. Et ensuite, on allait creuser une thématique spécifique. Soit une thématique qu'on avait vu se dessiner pendant le premier tour de parole, soit une thématique qu'on avait décidé en amont d'amener par rapport à ce qui s'était dit dans les précédents groupes de parole, mais aussi beaucoup de thématiques étaient abordées par rapport à la période de l'année. Notamment, on sait que l'isolement est renforcé pour les personnes qui sont très isolées au moment de la rupture estivale, au moment des fêtes de fin d'année, par exemple. Donc, c'est des périodes sur lesquelles on va insister. Par exemple, est-ce que j'ai prévu quelque chose là à la période de fin d'année? Est-ce que je suis complètement isolée? Voilà. Donc, on abordait beaucoup de choses par rapport à ces périodes-là. Alors, peut-être sur le bilan, ce qu'on a pu observer, c'est vraiment des personnes, finalement, se montrer énormément d'empathie. Avoir des remarques valorisantes, soutenantes, avoir retenu ce que les autres participantes avaient pu dire lors de précédentes sessions. Donc, ce qui montrait qu'en réalité, c'était des personnes qui avaient des compétences sociales, mais qui étaient plutôt paralysées dans leur vie par de l'anxiété.
Il y a eu beaucoup de mise en sens collective, de sortie de problématiques individuelles sur cet aspect-là de déculpabilisation. Et pour les personnes qui sont venues régulièrement, Sophie parlait d'un noyau dur, hein, vraiment qui s'est pas mal accroché à ce groupe de parole psychothérapeutique. On a vu vraiment une possibilité petit à petit d'aller vers l'extérieur. Il y a même certaines personnes qui se sont inscrites à d'autres groupes de parole parce qu'elles identifiaient ça comme vraiment une ressource. Beaucoup de personnes nous ont dit que c'était une ressource sociale qu'elles attendaient. Voilà, le groupe avait lieu qu'une fois par mois et que souvent le groupe était très attendu par les personnes. Alors évidemment, nous, dans ce qu'on observe comme limite, c'est les biais d'un groupe ouvert. Dans un groupe ouvert, il y a des personnes qui viennent, qui partent, et du coup, nous, ça nous oblige à accueillir les nouvelles personnes, et des fois, on ne peut pas creuser certaines choses comme on le voudrait, parce qu'il faut qu'on prenne compte de cette dynamique de groupe. Et aussi, on a un fort questionnement du fait que finalement, les personnes qui sont venues vers notre groupe sont plutôt des personnes qui étaient déjà dans le soin et que finalement, on a l'impression de suppléer à quelque chose qui devrait exister dans la psychiatrie et qui n'existe pas. Hein. En général, dans la plupart des cliniques ou des hôpitaux psychiatriques à Toulouse, il n'y a même pas de psychologue. Dans les cliniques où on travaille, hein, il y a de l'art-thérapie, hein, il y a de la sophrologie, mais il n'y a plus en fait de psychothérapie dans les hôpitaux psychiatriques. Alors, on voulait insister par rapport à tout ça sur deux points qui nous semblent importants, plutôt qui sont des points politiques. Oui, donc comme on vous l'a dit au début, la SQF est une association avec des valeurs féministes intersectionnelles. Et c'est important pour nous de remettre ça aussi au centre dans les questions LGBT et queer. Et parce que c'est important pour nous de travailler ensemble à une même vision politique du monde et l'envie de lutter contre les inégalités au-delà des cadres identitaires de chacun, chacune. Et du coup, pour nous, ça faisait sens d'ouvrir un groupe sur l'isolement qui s'adresse à toutes les personnes qui vivent des discriminations et souvent qui sont à l'intersection de plusieurs et pas seulement un groupe de personnes LGBTQIA+. Parce qu'on a vu que ça a permis aux membres du groupe de parole de faire du commun sur le vécu de personnes minorisées dans le champ social, de voir la pertinence de s'allier dans la lutte sociale et de favoriser l'empathie aux luttes de chacune. Voilà. Et l'autre aspect, c'était la défense de groupes psychothérapeutiques animés par des psychologues. On a tous et toutes à la SQF circulé dans beaucoup d'associations où il pouvait y avoir des cercles de parole, des permanences. Là, ce qu'on propose, c'est quelque chose d'assez différent. Et ce qu'on a pu observer, c'est que les personnes qui venaient dans ce groupe de parole psychothérapeutique, c'est-à-dire médiées par des psychologues, ne sont pas des personnes qu'on voit dans d'autres types de permanences ou de cercles de parole. Pourquoi ? Parce que c'est des personnes qui sont extrêmement rassurées par la présence de psychologues, c'est-à-dire finalement d'avoir un groupe qui n'est pas en horizontalité, hein, ce qu'on défend dans la prise de décision à l'association, mais on voit que dans un groupe de parole, pour des personnes extrêmement anxieuses, psychiatrisées, qui ont d'énormes difficultés sociales, finalement se dire je n'ai pas apporté la charge mentale de comment vont s'organiser les échanges, c'est en fait des personnes qui sont responsables de ça, et ben ça soulageait énormément et ça permettait finalement de rentrer dans le lien, de rentrer dans l'intime. On est une association qui défendons une approche syndicaliste en fait des métiers de soignants. On défend l'idée, par exemple, d'être payé et qu'on arrête de nous demander des sacrifices militants. Et pour nous, c'est important aussi de dire qu'il y a des spécificités à ce métier de psychologue et à ce qu'on peut amener dans ce type de groupe. En plus de l'aspect de médiation, par exemple, on amenait vraiment une clinique, c'est-à-dire la capacité à aller repérer ce qui est en mouvement chez les personnes, à aller repérer quand on voit qu'il y a aussi des moyens défensifs, alors qu'ils sont des fois collectifs, hein, d'ailleurs, qu'on pouvait observer collectivement, d'aller pas toujours être dans cette bienveillance de nos milieux LGBTQI queer, qui est souvent une bienveillance de façade, mais d'aller aussi des fois souligner des choses qu'on voyait se mettre en œuvre et qui pouvaient poser des difficultés et dans le groupe et aussi éventuellement dans les personnes dans le reste de leurs échanges sociaux. Voilà, du coup pour nous c'est important de faire ces distinctions et de voir que les groupes animés par des pairs sont extrêmement importants, mais c'est pas la même chose que ce qu'on va apporter dans un groupe psychothérapeutique et que vraiment on ne touche pas les mêmes personnes.
Juste pour finir, et je pense qu'on a fini notre temps, mais on voulait afficher un peu comment, les différentes thématiques qu'on a pu aborder pendant ces groupes, ces 18 groupes. Donc le dernier sera en février 2024. Voilà, donc vous voyez qu'on a eu différentes thématiques qui ont pu être abordées. N'hésitez pas à regarder, peut-être qu'on pourra creuser un peu sur les questions à la fin. Mais voilà, on a travaillé sur les mécanismes de défense, sur c'est quoi être à la marge, qu'est-ce que ça veut dire sur la santé mentale. On a travaillé sur les relations psycho-affectives, voilà, sur toutes les périodes de rupture estivale, de fêtes de fin d'année, etc. Merci. Merci beaucoup à vous. Et donc, pour finir, je passe la parole à Gaëlle. Alors, c'est affiché sur mon écran, mais pas... Peut-être je peux commencer quand même en même temps et le PowerPoint nous rejoindra. Donc bonjour à toutes et à tous. Gaëlle Larieux, je suis postdoctorante à l'INED et je vais vous présenter une communication qui s'intitule « Violence et discrimination vécues par des personnes intersexes en France ». Première enquête quantitative. Ah, super. Et donc c'est moi qui présente aujourd'hui, mais c'est une enquête qui est... Ah oui, je vais un petit peu, du coup, peut-être me mettre comme ça, oui. Et donc, c'est une enquête qui est menée donc en collaboration avec également Miral Raz, donc, qui est présente ici, et Loé Petit. Et donc, peut-être pour un petit avertissement, moi aussi, donc, on va parler de violence et de discrimination, et il y aura des propos, des contenus qui sont violents dans ma présentation, donc j'ai essayé de ne pas en mettre trop, mais bon, forcément, quand on parle de ces sujets, on ne peut pas non plus éviter... On ne peut pas tout éviter. Donc, pour commencer, peut-être une définition de personnes intersexes, vu que c'est important de bien comprendre de quoi je vais parler. Donc, quand on parle de personnes intersexes, il s'agit de personnes qui ont des caractéristiques sexuelles innées, donc qu'elles soient génitales, gonadiques, hormonales ou chromosomiques, qui ne correspondent pas aux définitions médicales et sociales du corps typique masculin ou féminin. Ah ouais, alors, oulala, ça va être un petit peu technique. Mais si je ne bouge pas la souris, ça devrait aller. Donc le point de départ de notre travail, c'est le constat que la population intersexe est une population qui est très peu étudiée en sciences sociales. Donc, il existe peu d'enquêtes en France qui portent sur l'intersexuation et encore moins qui s'appuient sur des récits, sur le vécu des personnes intersexes elles-mêmes. Donc, on peut citer quelques enquêtes qualitatives que j'ai mises là sur la présentation et qui portent toujours sur des petits échantillons de personnes intersexes. Il existe une seule enquête quantitative non médicale qui inclut des répondants intersexes et qui a été menée au niveau... européenne, mais donc du coup pareil, quand on prend seulement les répondants intersexes et les répondants français, c'est un échantillon qui est très petit. Et au niveau international, il existe une seule enquête quantitative qui a été menée en Australie, qui réunit donc les réponses de plusieurs centaines de personnes intersexes. Donc les enquêtes qualitatives, ce qu'elles ont mis en avant, c'est notamment les conséquences de la médicalisation forcée, donc sur le vécu des personnes intersexes, et notamment en termes de violence, de méfiance à l'égard du corps médical, de renoncement aux soins et de risques accrus pour la santé physique et mentale. Et donc l'enquête par questionnaire que nous, on a élaborée, son objectif, c'est d'approfondir ces résultats obtenus par des enquêtes qualitatives et notamment en récoltant des informations sur un plus grand nombre de personnes, parce qu'il nous semble qu'un préalable, si on veut réussir à prendre soin des personnes intersexes, c'est déjà de connaître leur vécu et leurs difficultés spécifiques.
Et donc, en lien avec ce qui a été dit aussi ce matin, il y a vraiment une importance dans le plaidoyer pour porter ces questions-là, de pouvoir s'appuyer sur des enquêtes, et notamment des enquêtes quantitatives qui, on le sait, ont souvent plus de poids quand on va parler avec notamment des décideurs politiques. Donc la méthodologie de cette enquête, c'est une enquête qui est une collaboration entre le collectif intersexe activiste et le réseau francophone de recherche sur l'intersexuation, qui a été élaborée et qui va être analysée donc à la fois par des chercheurs-chercheuses et également par des activistes. C'est une enquête qui a obtenu le soutien et le financement de la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et donc, ce questionnaire, en fait, c'est un questionnaire en ligne auto-administré qui comprend 5 modules. Donc, un premier sur la situation socio-démographique, un second sur la santé physique et mentale, un troisième sur les expériences médicales passées, un quatrième sur la conjugalité, sexualité et santé sexuelle, et enfin un dernier sur discrimination et violence. Et donc, les résultats que je vais présenter portent surtout sur ce dernier module. Et donc l'échantillon de personnes qui ont répondu, c'est un échantillon de convenance, donc c'est-à-dire que on n'a pas du tout vocation à dire que notre enquête elle est représentative, parce qu'en l'état actuel c'est impossible de mener une enquête représentative sur les personnes intersexes parce qu'on ne connaît pas la population globale. Donc c'est un échantillon de convenance recruté via les réseaux sociaux et les réseaux associatifs. Donc cette enquête, elle a deux objectifs. Donc le premier et le principal, c'est de mieux comprendre l'état de santé donc physique, mental et sexuel des personnes intersexes ou ayant une variation du développement sexuel en lien avec leur médicalisation. Donc ça vise à fournir une première enquête descriptive qui permet de rendre compte et d'analyser les expériences des personnes concernées par l'intersexuation et en particulier donc, du point de vue de leur santé. Et le deuxième objectif, qui est un objectif secondaire, c'est d'élaborer également des pistes de réflexion sur des questions méthodologiques liées à la construction des enquêtes visant des populations vulnérabilisées comme les minorités sexuelles, sexuées et de genre. Donc je vais citer quelques-unes des questions qui nous ont... qui ont traversé nos travaux au moment de l'élaboration du questionnaire. Donc une première notamment sur les termes à utiliser pour inclure les différentes expériences. Donc dans le champ de l'intersexuation, il y a vraiment des débats très forts sur les terminologies à adopter. Donc il y a un enjeu à choisir les termes qu'on va utiliser parce qu'on sait qu'on ne va pas recruter les mêmes personnes selon les mots qu'on utilise. Donc voilà, une réflexion sur ça, comment réussir à inclure des expériences diverses quand l'identification en fait, à tel ou tel terme est assez variée. Un autre enjeu qui, je pense, traverse les recherches de pas mal de personnes ici, c'est de réussir à trouver un équilibre entre la collecte de données et les risques de rappeler des expériences traumatisantes. Donc comment on récolte des données sur les violences sans que l'enquête elle-même soit un moment de redoublement de ces violences. Et un autre enjeu qui était aussi assez fort, c'est comment à la fois s'appuyer sur les questionnaires existants pour pouvoir en fait faire des comparaisons entre notre population d'enquête et la population générale, tout en intégrant des spécificités liées à l'intersexuation, c'est-à-dire en réussissant à créer des questions qui permettent de saisir des choses qui sont spécifiques à ces vécus-là. Donc, dans cette courte présentation, je vais plutôt me centrer sur le premier objectif et donc présenter quelques résultats préliminaires. Mais si vous voulez et si on a le temps, on pourra revenir sur ces enjeux plus méthodologiques au moment des questions. Alors, pour commencer sur les premiers résultats, donc tout d'abord quelques éléments sur le profil des répondants. Donc cette enquête, on a eu 150 réponses complètes et exploitables. Donc pour une enquête quantitative, ça peut paraître assez peu, mais nous, ça correspond, c'est même plutôt assez élevé par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en la commençant, tout en sachant que l'invisibilisation et la stigmatisation de l'intersexuation rend difficilement accessible les personnes et a aussi pour conséquence un faible taux d'identification à cette catégorie. Et donc avoir réussi déjà à récolter ces 150 réponses pour une première enquête quantitative, on est assez content et contente. Donc concernant l'identité de genre des répondants, on a donc 30% de femmes, 21% d'hommes et 38% de personnes non binaires ou à genre, et également 11% de personnes qui se définissent autrement qu'avec ces catégories-là.
Donc voilà, comme je disais, notre enquête ne vise pas à être représentatif et il y a sûrement des chances que ça, ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse totalement... ça correspond sûrement pas à l'ensemble de la population intersexe et c'est sûrement lié aussi à nos modes de recrutement qui sont passés par les réseaux sociaux. Et vous allez le voir, c'est le chiffre d'après qui concerne des populations qui sont plutôt jeunes où on sait que l'identification, notamment non-binaire, est plus importante. Donc je le disais, la moyenne d'âge, elle est assez jeune. Les personnes ont autour de 33 ans et donc là on peut voir sur le graphique comment se répartissent les personnes selon l'âge et donc on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont entre 18 et 35 ans et on a eu plus de mal à avoir des personnes plus âgées, donc ce qui est lié bien sûr au mode de passation par Internet et aussi sûrement à l'identification toujours à cette catégorie intersexe qui est quelque chose qui a émergé plutôt récemment. Et concernant un indicateur pour essayer d'approcher la catégorie sociale, c'est les personnes qui ont répondu sont plutôt des personnes qui sont assez diplômées, avec 28% qui ont un bac plus 5 ou plus et 33% qui ont minimum un bac plus 2. Et oui, dernier élément qui est aussi important à souligner, il y a 15% des personnes qui sont investies dans une association intersexe. Donc c'est un taux qui est important, mais qui n'est pas non plus si élevé que ça. Et ça aussi, c'est un enjeu important pour pouvoir dire que nos chiffres ne concernent pas seulement en fait, des militants associatifs, mais une population intersexe plus large. Donc, quelques éléments aussi de contextualisation concernant la médicalisation donc, au cours de l'enfance et de l'adolescence. Parmi nos répondants, il y en a 61% qui ont subi des actes chirurgicaux, des interventions invasives ou des traitements hormonaux avant leurs 18 ans. Donc à un moment où il et elle étaient mineurs. Et une part importante des actes ont eu lieu avant 3 ans ou avant 11 ans. Donc on retrouve vraiment des actes qui ont lieu tout au long en fait, de l'enfance et de l'adolescence. 22% déclarent n'avoir reçu aucune information sur les objectifs et les conséquences possibles des traitements. Donc la question concernait soit eux, soit leurs parents, mais du coup au moment des actes, donc 22 disent n'avoir reçu aucune information et 63% considèrent que les informations reçues étaient peu satisfaisantes. Et si on s'intéresse maintenant à la question de savoir est-ce que ces actes correspondaient à une volonté ou pas, voilà une très grande majorité. Donc c'est 62%, il me semble, disent que du coup ces actes ne correspondaient jamais à une volonté de leur part. Donc ce qu'on peut voir en croisant ces deux indicateurs sur la question de l'information et sur la question de la volonté, c'est que clairement une grande majorité de ces actes ne rentrent pas dans le cadre du consentement éclairé, vu qu'il n'y a ni information complète, ni volonté de la part des personnes concernées. Concernant la santé de façon plus générale, donc nos données elles montrent qu'il y a un état de santé qui est très dégradé chez les personnes intersexes. Donc là, sur le graphique, on peut voir l'auto-évaluation de l'état de santé. Donc là, on avait repris une question qui était dans une enquête en population générale sur comment évaluez-vous votre état de santé. Et donc là, on voit qu'il y a plus de 40% des répondants qui se déclarent en mauvaise ou en très mauvaise santé. Sachant qu'en population générale, ce chiffre il est de moins de 5% quand on est sur une population de moins de 45 ans. Donc en population générale, ce qu'on observe, c'est une augmentation de personnes qui se disent en mauvaise ou très mauvaise santé avec l'âge. Mais en fait, même pour les plus de 85 ans, il n'y a pas une autodéclaration de mauvaise santé en fait, qui est si forte. Donc vraiment une santé qui est très dégradée. Également, beaucoup de personnes qui font état de limitations. Donc 54% qui déclarent des limitations physiques, 40% des limitations sensorielles et 43% des limitations cognitives. En population générale, toutes limitations confondues, on est autour de 10%. Et enfin, peut-être un des éléments les plus alarmants concernant la santé mentale, 87% des répondants disent avoir déjà pensé à se suicider au cours de leur vie et 43% ont déjà tenté de le faire. Donc ce chiffre de tentative de suicide en population générale, il est autour de 4% de la population. Et donc maintenant, pour entrer un petit peu plus en détail sur les violences et discriminations subies. Donc notre enquête, elle montre aussi qu'elles sont très importantes. Donc il y a 74% des répondants qui déclarent avoir subi des blagues ou des remarques en raison de leur intersexuation. Pardon, c'est violences et discriminations, et c'était bien précisé en raison de l'intersexuation. Donc c'était pas pour couvrir toute
les violences vécues qui peuvent être aussi liées bien sûr à d'autres choses. 43% déclarent avoir déjà été discriminés au cours de leur vie en raison de leur intersexuation. 39% ont subi des insultes, 27% des violences sexuelles et 21% des agressions, donc toujours en lien avec leur intersexuation. Et ce qui est aussi intéressant à relever, c'est qu'en fait, ces violences et discriminations, elles ont lieu dans de très nombreuses, dans toutes les sphères en fait, de la vie. Donc dans ce tableau, ce qu'on peut voir, c'est selon les différents types d'actes qui en sont les auteurs rapportés. Et donc les couleurs permettent de saisir le gradient de qui est le plus auteur selon les types d'actes. Et juste, je précise que c'était des questions à choix multiples. Donc c'est pour ça que si vous faites le total d'une colonne, on arrive à plus de 100%, parce qu'une personne qui dit avoir subi des insultes peut en avoir subi de plusieurs personnes différentes. Et donc sans revenir sur l'entièreté du tableau, on peut peut-être juste regarder à chaque fois qui sont les auteurs les plus fréquents selon les types d'actes. Et donc ce qu'on observe, c'est que tout type d'actes confondus, les auteurs qui reviennent le plus sont souvent les élèves, les autres élèves dans le contexte scolaire, les médecins et les personnes croisées dans l'espace public. Et ensuite, si on regarde plus précisément acte par acte, on voit que les blagues et les remarques, elles viennent en premier lieu de l'espace scolaire, médical et de l'espace public, que les agressions, c'est d'abord dans l'espace public, puis à l'école, et enfin que les violences sexuelles viennent premièrement des médecins, donc ce qui est aussi un résultat intéressant et accablant. Il y a d'autres questions dans l'enquête qui permettent de qualifier davantage ces violences, et il s'agit pour beaucoup d'attouchements sur le sexe, les fesses ou la poitrine sans demande de consentement. Peut-être une autre remarque sur ce tableau aussi, c'est que la famille n'apparaît pas dans les catégories les plus élevées, mais c'est aussi parce qu'il y a eu un découpage en fait, et que donc il y a les parents, les frères et sœurs et autres membres de la famille de façon séparée. Si on additionne ces pourcentages, on voit que la famille est aussi un lieu important de production de ces violences. Rapidement, parce que je vais presque être à court de mon temps, mais quelques exemples qui ont pu être écrits du coup dans une question ouverte du questionnaire pour un petit peu peut-être se rendre compte de quoi on parle. Je vais pas les lire, mais peut-être juste une seule là sur les blagues et les remarques. Donc par exemple, je vais lire la plus courte. On m'a traité de petite bite sous les douches au foot. Donc voilà, ça peut être des remarques comme ça en contexte scolaire. Et également, pour résumer, il y a de nombreuses autres situations qui ont été décrites dans les verbatims et que j'ai choisi de synthétiser parce qu'elles sont particulièrement violentes, mais notamment des violences sexuelles par des proches dans l'enfance, de la prostitution dans l'enfance, des agressions sexuelles, harcèlement dans le cadre scolaire, déshabillage forcé, crachats et coups dans la rue, hypersexualisation, exotisation. À chaque fois, chacun de ces actes étant mis en lien avec l'intersexuation, avec le fait d'avoir des caractéristiques sexuées non conformes. Juste un dernier point pour dire que ces violences, elles sont intersectionnelles et que ce qu'on voit dans les récits, en fait, c'est qu'ils sont souvent aussi marqués par le sexisme, la transphobie, la grossophobie, l'homophobie et également la domination adulte. Voilà, je passe le point suivant et juste pour conclure, donc ces premiers résultats, ils sont exploratoires et on va les approfondir, notamment en croisant les variables entre elles, avec toutes les difficultés que pose le fait d'avoir un échantillon qui est assez restreint. Et également, on aimerait que ce travail puisse ouvrir la voie pour inclure en fait ces questions-là dans des enquêtes plus larges et notamment dans des enquêtes sur les populations LGBTI pour qu'on puisse peut-être avoir des données plus solides sur lesquelles travailler. Merci beaucoup.